la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Arsenal en lumière, Camille Pascal est invitée à présenter son ouvrage « L'air était tout en feu, récit d'un complot contre la Régence », à mi-chemin entre le récit historique et le roman qui retrace le destin de Anne-Louise Bénédicte de Bourbon. Si vous le voulez bien, chère Camille Pascal, j'aimerais d'abord vous poser quelques questions qui sont valables pour tous les romans et même pour vos autres livres. Parce que, Olivier, vous avez parlé d'un autre Camille Pascal, mais je ne suis pas si sûre qu'il y ait un autre Camille Pascal, mais c'est vous qui nous le direz. Parce qu'il me semble que dans tous vos livres, on trouve quand même un thème qui revient, c'est celui de l'intrigue. L'intrigue politique, l'intrigue amoureuse, l'intrigue sociale. Nous sommes souvent dans les coulisses et j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Alors, avant de commencer de répondre à votre question, d'abord, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier Olivier. Je voudrais remercier cette maison. Au fond, il y a deux boucles qui se bouclent. D'abord, nous nous sommes rendus compte que nous avions appartenu au même séminaire à la Sorbonne, avec les mêmes professeurs, le professeur Jacquard et le professeur Daniel Roche, tous les deux disparus, qui ont été nos maîtres. C'est vrai. Donc ça m'a beaucoup touché. Et nous sommes restés pendant un an, on était muets, donc on n'a pas beaucoup parlé, mais dans ce séminaire de la Sorbonne. Donc ça, c'est déjà une première boucle, puisque j'ai commencé par là. Et la seconde, c'est que mon premier livre, Le goût du roi, le premier livre que j'ai signé. Les autres, on les oublie. Mais je suis venu travailler ici, puisque c'est ici que j'ai commencé à... j'ose pas dire pister, en tout cas, ou traquer la petite Marie-Louise O'Murphy dans les papiers dans le journal de l'inspecteur Meunier, et donc dans les fameuses archives de la Bastille. Voilà. Donc et mon dernier livre, donc L'air était tout en feu. Je suis venu travailler ici, j'ai été accueilli très gentiment à chaque fois dans cette maison qui est très particulière. Et puis, je suis revenu, mais ça c'est pour le prochain. Voilà. Donc, je travaille en effet souvent ici. Alors maintenant, on est des lecteurs un peu, on est des passants parce qu'il y a un outil qui est extraordinaire qui est l'iPhone. Donc on photographie les archives plutôt que de rester des jours entiers avec un crayon, ce qui doit vous faire un peu moins de monde. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. Pour répondre directement à votre question, on m'a qualifié un jour d'écrivain du pouvoir. C'est un qualificatif que je ne renie pas, pour la bonne et simple raison que je crois que dans mes livres, il y a à la fois l'expérience personnelle acquise au plus proche du pouvoir. Olivier l'a dit, j'ai été à la fois un proche collaborateur d'un certain nombre de ministres, quand même d'un ancien président de la République et d'un récent Premier ministre, et que cela vous donne une expérience du pouvoir qui n'est évidemment pas celle de l'historien. Or, je suis aussi historien. Et c'est peut-être la rencontre entre cette expérience et cette connaissance qui explique mes livres. C'est-à-dire, et peut-être nous y reviendrons, à la fois un regard particulier, parfois irrévérencieux, assez peu intellectuel, parce qu'on se rend compte que quand on est dans la proximité du pouvoir, que les choses s'improvisent beaucoup plus qu'elles ne se pensent ou qu'elles ne se réfléchissent, contrairement à ce que croient souvent les journalistes qui construisent des romans qui n'ont jamais existé. Et donc, cette conjonction entre, au fond, 40 ans, parce que j'ai quitté il y a maintenant presque 30 ans la carrière universitaire, mais je n'ai jamais cessé d'être un historien, et que 40 ans de lecture, de recherche sont venus se mêler à 25 ans d'expérience politique. Et un autre fil conducteur, au moins dans vos romans, c'est la période du XVIIIe siècle. Alors, je suis 18e à l'origine, Daniel Roche. Donc, disons que j'ai une période qui va de la définition qu'a donnée justement Daniel d'un long ancien régime qui va du début du règne d'Henri IV jusqu'à la mort de Charles X. Oui. Je navigue dans... Pourquoi ? Alors, d'abord par goût.
Si j'ai choisi ces périodes lorsque j'étais étudiant, c'était voilà, j'aurais pu être, j'étais trop mauvais en latin pour être antiquisant, ni même médiéviste d'ailleurs. Et puis je m'ennuyais à lire les journaux, donc je pouvais pas être contemporanéiste. Mais voilà, donc il y a cet attrait et au fond, cette fréquentation d'un siècle, enfin de 3 siècles, on va dire, 17e, 18e, début 19e, cette fréquentation par les mémorialistes, par les archives. Et au fond, moi, ce que j'aime, ce sont les sources. Voilà. Bien plus que ce qu'ont écrit les autres. Je le dis avec beaucoup d'immodestie. Alors justement, ça m'amène à vous poser quelques questions sur la fabrique de vos romans. Parce que finalement, vos romans, quand on les lit, ce sont des romans, de vrais romans, qui se lisent comme tels. Ce sont aussi des ouvrages d'histoire, ce sont donc des ouvrages un peu hybrides. On sent chez vous effectivement une proximité avec les sources totale. Mais vraiment, on sait, on sent que vous avez tout lu, que toutes ces sources sont au bout de vos doigts, que vous les mobilisez d'une façon tout à fait honnête. Et vous avez une particularité qui m'a frappée immédiatement, c'est votre style. Alors, il y a une première chose dont j'aimerais qu'on parle, c'est votre usage du style indirect libre, parce que la façon dont vous écrivez, on a l'impression d'être dans la tête d'eux. Alors, j'ai toujours dit, j'ai même écrit à la fin, j'ai fait écrire par mon éditeur, à la fin, je peux trahir son secret, à la fin de mes livres, que au fond, j'écrivais de l'histoire en utilisant les artifices de la littérature. Le discours indirect libre, c'est le premier artifice littéraire, qui est de rentrer, ce qu'on s'interdit quand on écrit un livre, j'allais dire savant ou universitaire. Bon. Évidemment, ensuite, le jeu, c'est de ne pas mettre dans la tête des personnages les pensées qui sont les nôtres. Et de rester fidèle à ce qu'un de nos vieux maîtres appelait l'outillage mental et culturel de ce temps. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu la décadence, ça a entraîné une forte décadence du roman historique. Il y a quelques très belles pépites, mais ça s'est quand même bien effondré. J'allais dire depuis Druon et Merle, parce que nous sommes une époque qui n'a que mépris pour le passé et qui donc décide de mettre dans la tête des personnages de romans historiques des concepts, des idées de progrès. C'est-à-dire qu'ils pensent comme nous, mais non. Alors toutes les femmes sont féministes, oui. Tous les hommes sont progressistes. On pense déjà à la libération, à la révolution en 1412. Bon. C'est le péché mortel de l'historien, l'anachronisme, voilà. La téléologie. Exactement. Donc ça, j'essaie de le respecter. Alors ensuite, en revanche, je me permets de les faire penser, je ne me permets pas de les faire parler. C'est-à-dire que c'est mon côté oulipien, vous aviez une oulipienne, je crois, invitée lors de votre dernière conférence, c'est mon côté oulipien, je m'oblige à ne retranscrire dans les dialogues que des dialogues relatés. Alors après, on ne sait jamais, ça, l'historien comme ça, est-ce que ce que raconte Tacite était vraiment dans la bouche des Césars, on n'en sait rien, mais en tout cas, que ce soit... Alors, dans les mémoires, dans les journaux. Éventuellement, je peux faire un petit jeu avec la correspondance, transformer des éléments de correspondance en dialogue, mais c'est toujours la parole des personnages. Voilà, je peux, parce que parfois la syntaxe, la moderniser un peu pour que le lecteur puisse comprendre, mais je suis toujours fidèle à ça. Donc, c'est vrai que... Alors, il m'a été rapporté, lorsque j'ai reçu pour l'été des 4 rois le Grand Prix de l'Académie française, du roman, le Grand Prix du roman de l'Académie française, que certains, qui certainement ne voulaient pas d'ailleurs voter pour moi, ça expliquaient que ça n'était pas un roman. Et d'autres disaient, mais si c'est un roman. Je vous raconterai comment tout ça s'est tranché un jour autour d'une table, mais je n'en sais rien moi-même. Moi, je suis comme M. Jourdain, fait de la prose, je fais du roman sans le savoir. Mais c'est de la littérature, enfin en tout cas j'espère que c'est de la littérature. Mais vous avez une parenté avec les mémorialistes aussi. Ils me nourrissent. Oui. D'ailleurs, le premier livre dans lequel ma plume s'est vraiment libérée, puisque j'étais ma propre source, donc c'était assez facile, ce sont les scènes de la vie quotidienne à l'Élysée, qui est évidemment
une citation permanente des mémorialistes, depuis l'Étoile en passant par Saint-Simon, Ray, Luynes, enfin tous les grands mémorialistes, qui m'ont nourri. Et souvent, et je me suis dit, tiens, je vais écrire ce que l'on aime apprendre dans les mémoires. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on lit les mémoires, on se fiche éperdument de savoir pourquoi le colonel un tel ou le général machin n'a pas été nommé, que celui-ci. Alors que ça peut faire des tartines. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment les gens se parlent, comment ils se muent, voilà. Et donc j'ai pris l'Élysée comme ça. Je me suis dit, je vais expliquer ce qui se passe, qui ouvre la porte, qui la ferme, qu'est-ce qu'on fait dans tel... Voilà. Et ça, parce que je me suis dit, au fond, j'ai pensé aux lecteurs dans 100 ans qui voudraient, si ça l'intéresse, savoir quelle était la vie de cour sous la Ve République finissante. Grande parenté entre la cour de la Ve République et celle du roi Louis XV. J'ai l'habitude de dire que la Ve République, qui est une république qui n'est pas passée devant une assemblée constituante, je le rappelle, même si elle a été validée par un référendum, enfin quand même a été écrite par 4 juristes de génie. Enfin bon, ce n'est pas le produit d'une constituante, ce qui pour une constitution paraît curieux. Je vais le remettre. Que De Gaulle avait fait un savant mélange entre la Constitution de 1830 et le Senatus Consul de 1851. C'est-à-dire, c'est de la monarchie de juillet matinée du plébiscite impérial. Et je crois qu'on n'en est pas loin. Les amis gaullistes hurlent quand je dis. Quant à votre style, à votre syntaxe, à votre vocabulaire, on remarque ça n'est pas du pastiche, ça n'est pas un collage de citations, mais il y a une gourmandise de la langue de l'époque. Alors ça tient à 2 choses, parce que j'aime la langue, j'aime la lire, donc j'aime l'écrire. Rien ne me tombe plus vite des mains qu'un livre mal écrit, et Dieu sait qui s'en publie, et qui s'en est même publié par le passé, ne rejetons pas cette faute que sur notre période contemporaine. Et puis, tous mes livres sont une nouvelle immersion. Donc c'est vrai que lorsque j'écris sur une période, ou que je m'empare d'une période ou d'un... Alors je m'empare souvent d'un événement assez réduit pour pouvoir le maîtriser, le raconter, mais je me plonge donc, mémoires, journaux, et je pense qu'il y a une sorte d'imprégnation de cette langue sur mon écriture. Et je pense que L'été des 4 rois n'est pas tout à fait écrit comme La Chambre des dupes, qui elle-même n'est pas tout à fait écrite comme L'air était tout en feu. Ça tient aussi, peut-être, au métier qui a été le mien de plume. Parce que lorsque vous écrivez pour le président de la République, lorsque vous écrivez pour le Premier ministre, lorsque vous écrivez pour un président de grand établissement public, lorsque vous écrivez pour un ministre, vous êtes obligé de vous imprégner de son phrasé, de sa pensée, et donc vous êtes une éponge. Et cette sorte il faut un peu s'oublier pour se laisser envahir par l'autre. Sinon, c'est votre discours, mais le discours de Camille Pascal n'intéresse personne, a raison. Ce qui intéresse, c'est le discours du Premier ministre, du Président de la République, du ministre, de celui qui a le pouvoir et de pouvoir d'agir, enfin en tout cas d'essayer d'agir par la parole. Et c'est peut-être cette perméabilité qui explique aussi que ma langue se teigne des teintes du siècle dont je parle. Avec une grande réussite, me semble-t-il. C'est vous qui le dites, je ne me permettrai pas. Si vous voulez bien, venons-en donc à L'air était tout en feu. Donc il reprend un épisode assez bref et qui n'est plus très connu de l'histoire de France, qui est la conspiration de Célamare, dite de Célamare, dont l'un des personnages centraux est donc la duchesse du Maine. Pouvez-vous nous faire une petite mise en contexte ? Alors, très rapidement, c'est un événement totalement oublié. Comme la Révolution de 1830 était assez peu fréquentée, comme les scènes de Metz de 1744 sont totalement oubliées, moi j'aime bien reprendre ces épisodes de l'histoire qui ont eu un impact majeur sur les opinions publiques, enfin qui incarnaient les opinions publiques à cette époque-là, et qui ont considéré à l'époque que c'était des vrais grands événements historiques et qui ont disparu et que l'on n'a pas retenu. Donc ça c'est vrai. Et c'est le cas pour la conjuration de Célamare. Alors,
en 2 mots, c'est la Régence, qui est une période que je trouve fascinante parce que c'est un septennat absolument fabuleux. Hein. Michelet disait il y a eu 2 grandes révolutions au XVIIIe siècle. La Régence, c'est 1789, ça en dit long. Et en réalité, c'est la lutte entre ce qui reste de la vieille cour, de tous ceux, comme dit Saint-Simon, qui étaient dans les jupes de la marquise de Maintenon, et la cour d'Orléans, qui a été quand même, du duc d'Orléans, qui a quand même été le vilain petit canard, pour le coup, de la cour de son oncle pendant 30 bonnes années. Alors, en fait, comme vous le savez, il y a eu un peu un abus de faiblesse sur Louis XIV, qui est le fameux testament et ses codicilles, hein, où autour de lui, donc, qui donne de plus en plus de droits à la couronne, ce qui fait s'étrangler Saint-Simon au bâtard, et qui a été dénoué d'un coup par le coup de génie du duc d'Orléans, qui avait bien préparé les choses en réalité. C'est-à-dire qu'il a laissé tout le monde intrigué autour du lit d'agonie de Louis XIV, pendant que lui négociait déjà avec le Parlement de Paris que tout ça soit... bon. Louis XIV d'ailleurs n'était pas du tout dupe de tout ça, puisqu'il dit très bien à ses 2 fils bâtards, Toulouse et Maine, aussi grand que je vous ai fait de mon vivant, vous ne serez plus rien après moi. Bon, donc comme ça, l'affaire, puisqu'il il avait cette phrase, la volonté des rois meurt avec eux. Donc, et malgré tout, cette dépossession des prérogatives, des droits et notamment des pouvoirs qui avaient été donnés aux bâtards, elle ne se fait pas uniquement lors du lit de justice de septembre 1715, elle va se faire par tranches. Et en fait, le régent, avec beaucoup d'habileté, va enlever, un peu comme les révolutionnaires l'ont fait avec le Négus en Éthiopie. On lui a enlevé un serviteur tous les jours, parce qu'au jour il n'y a eu plus personne, donc on a pu l'étouffer avec un coussin. C'est pareil. Et donc on lui a même enlevé ses tigres. Et donc c'était peut-être des chats dangereux. Et donc le régent, avec beaucoup d'habileté, aidé par Dubois, va faire ça. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui se rend compte qu'ils vont finir par tout perdre, c'est la duchesse du Maine. Ça, c'est sa vision politique. Alors après, on peut en dire, on dira. Et donc, elle va commencer, avec beaucoup d'habileté, à essayer d'abattre le régent par la communication. Et elle va faire une guerre de communication, mais comme on la ferait aujourd'hui, c'est-à-dire les nouvelles à la main qui remplacent les tweets, les tragédies qui remplacent envoyé spécial, enfin, vous voyez, tout ce qui fait que vous pouvez avoir une campagne, pour faire un dessin, de communication contre le pouvoir, ou contre quelqu'un surtout qui aspire au pouvoir pour le détruire. Et elle n'y arrive pas. Pourtant, elle y est allée. Et Voltaire a Oedipe. Bon, quand on applaudit, parce que elle avait de bonnes plumes, et puis surtout féroce. Bon. Et elle n'y arrive pas. Et là, elle décide de passer à la vitesse supérieure et donc de rentrer dans une véritable complot qui relève de la trahison d'État. Alors, juste, ce que j'ai toujours essayé de faire dans mes livres, c'est que, pour le lecteur, en tout cas, mais comme pour le personnage, ce qui se passe dans la page suivante, on ne le sait pas. Et s'il y a une tension dramatique pendant toute cette période, qui évidemment aujourd'hui nous est totalement incompréhensible, c'est parce qu'à chaque moment, Louis XV peut mourir. Il est tout petit. Et ça, nous, on l'a oublié. Il a 5 ans en 1715, il ne sera majeur qu'à 13 ans, enfin, bon, et puis il n'aura des enfants qu'un peu plus tard. Donc, il faut savoir quand même que pendant toute cette période, qu'arrive-t-il si le petit roi meurt ? Qui est roi de France ? Est-ce que c'est Philippe V, le petit-fils de Louis XIV, qui règne sur l'Espagne, et que le traité d'Utrecht, auquel le traité d'Utrecht l'a obligé à renoncer aux droits de la couronne de France, mais comme chacun sait, la couronne n'est pas aliénable, on ne peut pas renoncer à ses droits, il avait déjà préparé le coup. Ou est-ce que c'est Orléans, comme parent le plus proche ? Nous aurions eu une guerre de succession de France, comme il venait d'y avoir une guerre de succession. Donc, évidemment, tout ça nous paraît folklorique, parce que nous savons que Louis XV est mort quasiment plus de 50 ans après tout ça, et qu'il a eu une nombreuse descendance. Alors, certes, pas plutôt féminine que masculine, mais enfin, bon. Donc, cette tension, j'ai aussi voulu la rendre parce que on ne comprend pas la dangerosité de la duchesse du Maine si on ne se place pas dans la tête du régent, qui chaque fois qu'il se lève et va dans la chambre du roi aux Tuileries, demande au médecin comment va le roi.
Parce que s'il a un rhume, Pierre Goubert disait, il avait une formule magique, il disait, de démographie, aujourd'hui, il faut 2 adultes pour faire un enfant, mais sous l'Ancien Régime, c'est le contraire, il faut 2 enfants pour faire un adulte. Oui. À cause de la mortalité effrayante. Absolument effrayante, Voilà. Oui, Et qui fauchait les princes comme les manants. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est aussi une période... L'avantage des Capétiens et contrairement à toutes les dynasties qui sont succédées en Angleterre et des Bourbons, c'est qu'ils sont solides. Oui. C'est l'héritage génétique là, qui a parfaitement qui a tenu 1000 ans quand même. Ils résistent même à leur médecin. Surtout Louis XV et Louis XIV. Louis XIV, oui, c'était pas un mince exploit en effet. Mais c'est aussi la Régence une période de modernisation politique, comme vous le disiez. Il y a le renversement des alliances qui se dessinent, des alliances diplomatiques. Il y a le système de l'eau ou de l'as. Il y a la police inodie. La police. Il y a le droit de remontrance qu'on accorde à nouveau au Parlement. C'est une période mouvante, c'est une période agitée. Et ce qui était alors en fait, parce que vous avez 2 régences, hein, comme il y a 2 Second Empire. Vous avez une régence, mais c'est à l'envers. Vous avez une régence libérale et vous avez une régence absolue. La régence libérale, pour prendre des images, c'est la movida espagnole après la mort de Franco. On s'éclate, de toute façon on abandonne Versailles, Saint-Simon voulait même le raser. Il y a une création, une explosion de la création, de la liberté entre guillemets, de la consommation. Et puis il y a ce projet politique du régent qui hérite quand même d'abord d'une situation politique inextricable à cause du testament de son oncle. 2, d'une situation économique calamiteuse. Et 3, d'une situation diplomatique infernale. Parce que même si Louis XIV a réussi par une sorte... Ça, c'est la force de la France et de sa démographie, de ne pas être transpercé, comme le royaume ne sera pas transpercé, comme il le dit. La France est devenue l'ennemi. Elle se réveille en 1715 comme elle se réveillera en 1815, c'est-à-dire avec une Europe qui dit surtout les Français, dès qu'ils enlèveront le nez, tapons-leur dessus. Bon. Et donc, il va garantir 20 ans de paix. Oui. 20 ans de paix, plus même, 25 ans de paix, avec le renversement des alliances. Et c'est cette quadruple alliance qui fait qu'au fond tout le monde est allié et que comme ça personne n'a le droit d'intervenir. Bon, ce qui évidemment est politique, il va être prolongé par Fleury jusqu'à la guerre de succession d'Autriche, 1742-43. Bon, dont le roi Louis XV d'ailleurs ne voulait pas à bon droit. Il faut rétablir les finances qui sont dans un état pire qu'aujourd'hui. Alors là, ils ont trouvé un système formidable, ils ont un Écossais un peu fou qui leur promet d'inventer la planche à billets et ils se sont rendus compte que ça marchait très très bien et que l'inflation avait bouffé en 2 ans l'endettement du royaume. Voilà, ça avait ruiné un peu les gens, mais enfin ça c'est anecdotique. Et donc pas tout le monde. Non, pas tout le monde, Condé sont partis avec le maximum. Au contraire, oui. Enfin bon, tant que les princes du sang sont contents, parce que ça aussi c'est une politique que j'ai essayé de le montrer, d'alliance en permanence de la famille royale. Oui. Donc les Orléans, les Condé, les Conti, malgré la haine, ils se sont unis contre les bâtards. Et ça, c'est ce que les bâtards n'avaient pas vu venir. Et la haine du duc de Bourbon contre sa tante, qui est elle aussi une Condé, la duchesse du Maine, parce qu'elle est, bon, même lui-même était fils d'une bâtarde, mais enfin ça il l'avait oublié. Et donc et puis dernière chose, essayer de libérer entre guillemets la vie institutionnelle et politique par la police inodie, par le retour du droit de remontrance, tout en maintenant, et la duchesse du Maine va en faire les frais, la force et la puissance de l'État absolutiste. Grâce à la police, notamment. La police, l'armée. Oui. D'ailleurs, on le voit quand il monte en secret le lit de justice de 1718, dont on parle beaucoup moins que celui de 1715, mais qui est un coup d'État, légal. Mais on a un coup d'État légal, c'est un coup d'État, c'est plus un coup d'État. Et donc, on sait que c'est chaque fois un garde français qui est allé chercher, accompagné de 2 mousquetons, les parlementaires. Donc, ils ont compris qu'ils avaient une marge de décision relativement réduite. Certes. Surtout au Louvre, mauvais souvenir. Oui. Être convoqué au Louvre, Saint-Barthélemy, tout ça.
Voilà. Ils ont de la mémoire, les parlementaires. Et comme le peuple parisien les aurait vus balancer par la fenêtre, ça les aurait pas beaucoup émus. On aurait donné leurs hôtels en pillage, donc tout ça a été prévu. Si vous voulez bien, je voudrais qu'on vienne un petit peu plus directement sur le personnage de la duchesse du Maine. Et donc il y a plusieurs scènes de votre roman qui se passent à l'Arsenal, notamment en mai 1718, la première entrevue de la duchesse avec l'ambassadeur d'Espagne, le prince de Selamar, donc qui a lieu dans un petit pavillon qui a été construit récemment, car il faut savoir que la duchesse du Maine est obligée de venir souvent à l'Arsenal parce que son époux, le duc du Maine, est le grand maître de l'artillerie et qu'il dirige donc cette... Et qu'ils n'ont pas de maison parisienne. Et qu'ils n'ont pas de maison parisienne. Ils ont leur propriété de Sceaux, où elle organise, où elle tient sa propre cour, où ses écrivains favoris viennent la rejoindre, où elle fait des fêtes, des feux d'artifice, des concerts, des danses, des ballets, en interprétant elle-même d'ailleurs, en montant elle-même sur les planches très volontiers. Et donc... à Paris, elle n'a que l'Arsenal. Et son appartement des Tuileries. Et son appartement elle sera vidé manu militari. Voilà. Donc, par exemple, elle lance à son intendant, enfin l'intendant de son mari, l'Arsenal est un séjour mortel. J'ai pensé y perdre un œil et j'y ai eu des fluxions épouvantables sur les dents, car la proximité de la Seine, évidemment, est considérée comme tout à fait malsaine. Et des fonderies. Et les fonderies, absolument, parce que l'Arsenal, à cette époque, on y fabrique encore les canons, on y fabrique la poudre qui sont destinés aux armées royales, et donc il y a des ateliers, il y a des ouvriers qui travaillent en permanence. Donc elle se fait construire tout à fait au bout, avec une très jolie vue sur la rive gauche et sur ce qui est à l'époque la campagne, le quartier qui vient de la Salpêtrière et le quartier Saint-Victor. Elle se fait construire un petit pavillon, et c'est là qu'elle va recevoir pour la première fois le prince de Selamar et que cette conspiration va commencer à prendre forme. Oui, alors elle était accompagnée notamment le marquis de Pompadour, etc., mais qui étaient des branquignoles, et puis qui sont en lien avec Selamar. Tout ça parce que Selamar, c'est l'Espagne, c'est Philippe V. Et on pense que le fait que l'ambassadeur du roi d'Espagne vienne jusqu'à Sceaux, ça se voit. Bon. Donc, il faut trouver un endroit discret. Mais la discrétion et la duchesse du Maine, c'est deux choses, c'est une notion qui était un peu... Bon. Et donc, elle le reçoit dans son pavillon. Ils viennent plusieurs fois. Le problème, c'est que, d'abord, la duchesse du Maine vit la nuit, dort le jour, et que la nuit, elle aime que les salons où elle vit, à Sceaux comme à l'Arsenal, soient éclairés à diurno. Donc, faut des... Voilà. Donc, et puis tout le monde voit ce qui se passe. Voilà. D'abord, tout le monde voit ce qui se passe. Puis elle est entourée de valets, dont elle considère que est-ce qu'ils appartiennent à l'espèce humaine ? Pas sûr. C'est pas certain. Elle est ivre de sa naissance. Donc, un valet n'a aucune importance et surtout ne représente aucun danger. Aucun danger, sauf qu'ils sont tous évidemment à la solde du bois et que tous les faits et gestes de la duchesse du Maine lui sont rapportés justement par sa domesticité à laquelle elle ne prête aucune attention. Et donc très vite tout ça va se savoir, surtout qu'en plus ils ont eu là, alors ça c'est assez extraordinaire, c'est qu'elle est obsédée, ce que j'ai essayé de montrer, parce que c'est une femme de lettres, par la forme et le fond de tous ces écrits qui ont pour mission de réveiller la fronde. Et donc, d'abord, elle trouve que tous ses complices écrivent dans un français détestable. Donc c'est pour ça qu'elle demande au malheureux cardinal de Polignac, latiniste émérite et courtisan hors pair, je vous rappelle que la pluie de Marly ne mouille pas, c'est lui, de relire tout et de tout réécrire. Donc dans un français correct. Bon, comme si pour soulever les foules, il fallait le français de l'Académie. Bon. Et elle leur dit d'ailleurs, elle dit, je ne vous ai pas fait lire à l'Académie pour que vous ne serviez à rien. Bon. Donc, parce qu'elle est redoutable. Hein. Donc, première chose. Et ensuite, quand on lui donne les textes, elle trouve que c'est très mal calligraphié. Et donc, on ne trouve rien de mieux que de demander au calligraphe de la bibliothèque du roi de tout réécrire. Inutile de vous dire qu'au bout de la 5e phrase, il a compris que quelque chose n'allait pas et il est allé évidemment voir Dubois, qui lui a dit « mais vous continuez, mais simplement vous me faites une copie de plus, elle est pour moi ».
Voilà, et c'est comme ça que tout sera éventé. Voilà, qu'elle va semer des traces partout sans se poser la moindre question. Aucune. Absolument aucune question. Elle est... En fait, elle ne dialogue pas, donc elle est dans un monologue permanent. C'est une actrice de monologue. Elle a créé un monde parallèle, un monde de féerie, qui sont les grandes nuits de Sceaux, etc., et où elle ordonne à la nature, aux fées, aux elfes, aux sylphides, aux créatures terrestres, surnaturelles, maritimes, etc., où elle est toujours représentée donc et comme une sorte de Circé. Et donc, elle ne s'en rend pas bien compte. Et comme son mari est tétanisé, pétrifié devant sa femme, parce qu'elle le traite de bâtard régulièrement. Il faut dire qu'elle a des explosions. Oui, alors elle était quand même, c'est une Condé. Donc elle a quelques problèmes psychologiques, je pense même psychiatriques. D'abord, quelqu'un qui vit à l'envers de tout le monde, déjà c'est compliqué. Elle a des crises de colère épouvantables. Je rappelle que son père aboyait au passage du roi, ce qui évidemment qui a quand même une petite hérédité. Mais bon, c'était le prince de Condé, donc le roi ça les gênait. Enfin, c'était son cousin, son premier cousin, il pouvait rien faire d'autre. Bon. Et donc voilà. Et son mari, qui est un homme fin, cultivé. Alors bon, dont Saint-Simon fait un diable rampant, et je suis pas sûr. Je pense qu'il a, voilà, s'il avait pu, il aurait fait. Mais il y a un peu de couardise chez lui. En tout cas, c'est pacifique en tout cas. Oui, voilà, il préfère traduire, faire des traductions latines. Donc, puisqu'il lui écrit, tout leur courrier est en latin. Donc. Et lui est obsédé par le fait qu'elle perde complètement la raison. Donc il pense qu'un jour, dans une de ses colères noires, il le dit, le fil de la raison va se rompre, et alors là, on ne pourra jamais la rattraper. Donc il la protège beaucoup, trop. À la fin, d'ailleurs, même, il a eu peur pour sa propre tête, pour le coup. Mais voilà, donc c'est un personnage extravagant. C'est un personnage qui, pour moi, n'a d'autres notions que celle de la grandeur de sa naissance. La nation, la trahison, tout ça, c'est secondaire. C'est une femme cultivée. Alors, quel était son degré de compréhension du système cartésien, de l'astronomie ? Oui, elle se fait lire des cartes, elle est très amie avec Fontenelle. Voilà, qui vient lui présenter la pluralité des mondes, etc. Elle tranche là-dessus avec beaucoup de... Voilà, elle a créé une sorte d'académie, de contre-académie française, mixte. Déjà. Mixte, c'est vrai. C'est l'ordre de la mouche à miel, 40 membres, dont elle est dictatrice perpétuelle, dont elle choisit les membres, il n'y a pas d'élection. Avec des cérémonies d'intronisation. Ils sont assez drôles, il faut monter sur... Alors il y a des gens très graves qui lui font sa cour, donc le premier président du Parlement de Paris, qui est un élément essentiel dans le jeu politique, mais... et qui, pour rentrer dans ses bonnes grâces et rentrer dans l'ordre de la mouche à miel, il faut monter sur une meule de foin avec un chapeau pointu et dire turlututu. Enfin bon, c'est tout à fait extravagant. Quand vous devez, comme l'ordre de la Toison d'Or, vous devez toujours porter une médaille sur vous par respect pour l'ordre. Mais le grand jeu, c'est quand vous dormez à Sceaux, on vient vous la voler. Et à partir de là, il faut faire des gages. Donc il y a une pauvre mademoiselle Crozat qui devait en plus, comme disait, puer la finance. On lui a volé. Et alors il a fallu qu'il en ait fait un immense banquet. Elle a dû à la main retrouver sa médaille dans tous les plats. Voilà. Donc il y a un mélange de très grand raffinement, de préciosité, et de farce, enfin c'est très étonnant, et de happening permanent. Donc elle fait le lien entre, au fond, elle est le chaînon manquant entre les précieuses de Molière et les salons du XVIIIe siècle, les Madame du Deffand, les Madame... qui ont toutes commencé leur carrière chez elle. Oui. Toutes. Et qui après ont pris leur distance et ont créé leur propre salon. Et c'est terrible parce qu'à la fin de sa vie, elle écrit à toutes ces femmes pour venir dans leur salon. Alors, c'est tout un jeu entre, évidemment, Mademoiselle du Deffand, enfin, tout ça, c'était quand même, elles avaient quand même des vies un peu de bâton de chaise. Bon, elles étaient assez agies. Comme disait un ami à moi, une femme qui a vécu, elle a, dans le monde, avant, je ne parle pas d'aujourd'hui, évidemment, Dieu nous garde, elle a le choix entre le salon ou le prix-dieu. Elles ont choisi le salon.
Et donc, elle écrit des lettres en disant, voilà, une pauvre bergère de Sceaux serait honorée de pouvoir venir. Alors, on lui répond, ah oui, mais il ne faut pas qu'une Altesse royale se grime, on ne sait jamais, on ne pourra pas lui assurer l'étiquette. Enfin, voilà. Mais c'est très curieux d'avoir été à ce point consommatrice et productrice de ce que nous appellerions aujourd'hui des événements culturels, une sorte d'art total. Hein, elle est warholienne avant la lettre, parce que ces grandes fêtes de Sceaux, c'est le théâtre, l'opéra, la musique, la danse, la poésie, la comédie, la farce, le feu d'artifice. Saint-Simon disait, elle a brûlé la fortune de son mari en tirant des feux d'artifice. Donc, cet art total, il n'en reste rien. Alors il en reste, oui, il en reste quelques récits, puisque dans la vitrine qui se trouve là-bas, vous pourrez voir les relations des divertissements de Sceaux. Mais même là, c'est un peu triste, parce que le premier volume paraît en 1712. Donc et le second en 1725, et c'est déjà quelque chose de très vieux à cette époque-là. Oui, c'est démodé. C'est le reflet d'un monde perdu pour elle. C'est très, voilà, elle a pensé qu'elle recrée les plaisirs de l'île enchantée de Louis XIV, mais le pouvoir n'était plus là et le goût n'était plus là. Enfin, il y a quelque chose chez elle alors elle était insupportable, hein, ça, je pense que c'était, mais ses domestiques devaient devenir fous. Mais en tout cas, elle ne marquera pas son temps. Elle aurait dû le faire assez. Mais comme elle l'a pensé, je pense le faire. Elle a pensé le faire, oui, tout à fait. Il y a aussi quelque chose qui est très, très utile dans votre livre et très honnête, c'est-à-dire que vous adoptez une présentation strictement chronologique dans vos autres romans. D'ailleurs, c'est le moyen de s'y retrouver. Hein. C'est la même chose. Alors d'abord, surtout quand c'est compliqué. Ça permet de s'y retrouver, ça permet d'éviter effectivement l'anachronisme et la théologie. Ça permet de déplacer la scène d'un endroit à l'autre. Donc on va au Palais Royal, on est à l'Arsenal, on est aux Tuileries, on est avec le roi, etc. Et ça permet des reconstitutions absolument merveilleuses. Vous avez une attention extrême aux décors, vous avez aux objets. Alors, je ne peux pas écrire si je ne vois pas. Voilà. Donc il faut que je vois. Il faut que je me représente les lieux, les choses, les objets, les costumes. Et plus j'ai d'éléments, plus je suis heureux pour ça. Alors parfois, évidemment, c'est difficile. Sceaux, il n'en reste qu'un jardin et un petit château Napoléon III un peu bizarre. Bon. Je ne devrais pas dire si Brême est par là, il va. Mais les Tuileries, il n'en reste rien. Le Palais Royal n'a plus rien à voir d'aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec le Palais Royal du Régent. Donc je travaille beaucoup avec les plans. Avec les planches, quand les appartements ont été représentés. Pour la Chambre des Dupes, j'ai énormément évidemment travaillé sur les archives et sur toute cette incroyable érudition de l'histoire de l'art, oui, pour essayer de toujours représenter les personnages dans leur contexte matériel. Ça, pour moi, c'est important parce que, encore une fois, je considère un peu que la décadence du roman historique, qui est pourtant la matrice du roman français, on l'oublie, hein, mais le roman français tel qu'on le conçoit depuis Vigny commence par le roman historique, sur le modèle de Walter Scott, c'est-à-dire donc sur le pittoresque, donc bon. Et c'est que nous avons des personnages aujourd'hui de romans historiques qui sont des mannequins de paille sur lesquels on met des frocs de théâtre, dans lesquels on met nos idées qu'ils auraient trouvé très extravagantes, et qui vivent dans un monde. Alors oui, on fait un peu de folklore, il y a toujours un carrosse, il y a toujours... bon. Mais voilà, moi j'aime D'abord, je ne peux pas me comprendre... Pour comprendre les scènes, il faut savoir où sont les gens, comment ils sont allés... Par exemple, pour L'air était tout un feu, j'ai beaucoup embêté un historien qui a publié une très belle biographie du Régent et de l'abbé Dubois, son nom va me revenir, un jeune chercheur que j'ai agacé, j'ai dit, où habite Dubois? Dans le Palais Royal. Voilà.
Alors je lui ai posé une colle. Alors il était très emmerdé, pardon. C'est pas pour le... Voilà. Et donc, Dupilet, je crois. Et donc, un jour, il me dit, écoutez, j'ai dans une lettre retrouvé que la lettre lui était adressée dans son appartement de la terrasse de l'Orangerie au Palais Royal. Et là, j'ai sorti les plans. Et là, je me suis rendu compte qu'à la BNF, il y avait les plans de cette aile. Et en fait, et c'était passionnant, parce que c'est que l'ancienne orangerie de monsieur avait été transformée en appartement par le régent lorsqu'il est venu s'installer vraiment, et son gouvernement, si j'ose dire, après 1715, il a bien fallu loger les gens. Et Dubois a un appartement là au rez-de-chaussée, qui, comme par hasard, communique directement aux appartements privés du régent, et notamment aux appartements des soupers. Ah, les soupers du régent. Voilà, qui a une petite escalier qui permettait de faire sortir les filles discrètement. Voilà. Donc, et Dubois, et donc, on comprend comment Saint-Simon s'agace, parce que chaque fois qu'il voit le régent, hop, Dubois apparaît. Parce qu'il est en dessous et qu'il a un valet qui vient le prévenir que ce vibrion de Saint-Simon, toujours plein d'idées inapplicables, était en train de tourner la tête, ou plus exactement la perruque du régent. Donc voilà, et ça, là je me sentais mieux, je comprenais. Oui. Et vous avez une certaine proximité, enfin, pas une proximité avec le régent, mais le régent est un personnage pour lequel vous avez... Alors, moi, on me dit, vous n'aimez pas vos personnages, vous vous moquez toujours d'eux, ils sont ridicules. D'abord, je pense que nous avons tous nos ridicules, que les personnes qui... Parce que je pense que le pouvoir génère du ridicule, mais voilà, c'est comme ça, chez les courtisans, parce que voilà, mais j'en ai fait partie, donc je sais de quoi je parle. Mais après tout, voilà, vous avez des gens intelligents et vous avez les autres. Et le régent est une intelligence politique. On peut en penser ce qu'on veut. Et ce qui est très intéressant chez ce personnage, c'est qu'il est animé d'une vraie vision politique, très audacieuse quand même, parce qu'il va liquider en quelques années l'héritage de son oncle. Il va faire confiance quand même à une sorte de magicien de la finance. Tout ça aurait pu plus mal finir. Et donc il y a une vraie intelligence. Et Dubois, qui est un homme nouveau, qui est ce fils d'apothicaire que Saint-Simon vomit, après il leur fait beaucoup la cour, est aussi prodigieusement intelligent. Parce que je pense qu'il faut être prodigieusement intelligent pour arriver de l'apothicaire de Brive jusqu'au pouvoir absolu et au cardinalat pour quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, d'ailleurs, en passant. Et donc, vous connaissez la formule, quand il reçoit tous les ordres pour devenir archevêque, Saint-Simon aurait dit « J'espère, monseigneur, que vous vous êtes fait baptiser ». Donc, voilà, et ces personnages dominent. Je ne dis pas que la duchesse du Maine n'est pas intelligente, mais elle est aveuglée, en réalité, par l'image qu'elle a d'elle-même. Or, les autres, non, pas du tout ça. Et le régent, ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'a pas beaucoup aimé toute la campagne dont je parlais de communication qui a été ourdie par la duchesse du Maine et ses autres ennemis, mais il l'a aussi suscité. Comme si il avait toujours construit devant lui un écran de fumée de dilettantes, libertins, irrévérencieux, à ses dépens en termes de communication, mais comme s'il fallait élever une sorte de rideau de fumée ou de nuage d'encre entre le pouvoir et la vision du pouvoir. C'est très intéressant parce que cet homme vraiment intelligent, puis il a écrit de la musique, il a du théâtre. D'ailleurs, lui, au moins, on continue à le jouer. Enfin, bon. Nous avons une œuvre inédite, un manuscrit du régent dans nos collections musicales. Il a lui-même, un peu comme Louis XV, contribué à cette image de nonchalance, de pusillanimité, qui d'ailleurs a été très très aggravée par son ami d'enfance qui est Saint-Simon. Mais il est le plus intelligent, et qu'on veuille ou non, ils vont piéger cette duchesse du Maine avec beaucoup de férocité quand même. Mais après, il ne lui coupe pas la tête, c'est déjà... C'est aussi une pratique assez machiavélienne, finalement. Oui, ils sont lecteurs de Machiavel. Ah oui. Ils sont lecteurs de Machiavel, mais on ne le sait pas. Non. Et on ne le sait. Quand on les voit agir et quand on reconstitue, moi c'est le travail que je fais, c'est de reconstituer heure par heure, jour par jour, on se dit, bon, voilà, ils savent avancer. Et surtout, ils savent, l'homme politique, il doit savoir s'adapter, en fait. C'est ça, le vrai homme politique. Il s'adapter
C'est la phrase du cardinal de Retz, nous ne comprenons rien à ces mystères, feignons d'en être les organisateurs. C'est ça la politique. Alors justement, le cardinal de Retz, finalement, il apparaît, puisque Oui. le contexte littéraire de l'époque, c'est, pour quelqu'un comme la duchesse du Maine, c'est le souvenir de la Fronde, puisque c'est le moment où paraissent les mémoires de ces grands acteurs de la Fronde qu'ont été le cardinal de Retz, Madame de Motteville. Donc, Et ça, on le retrouve dans les mémoires. On retrouve dans les journaux, des diaristes, etc., cette lecture qui fascine tout Paris, qui au fond, une sorte de chape de plomb avait été mise par le roi, hein, je rappelle cette scène, alors vraie ou fausse, où il arrive en costume et puis qui demande que toutes les décisions du Parlement prises pendant la Fronde soient lacérées. Bon, donc là, il y a eu une chape de plomb. Et alors ça fait des génies, hein, c'est La Rochefoucauld, Scudéry, Sévigné, Lafayette. Bon. Mais là, c'est la publication de ces mémoires qui n'auraient pas été autorisées du vivant de Louis XIV, donne un petit fumet de Fronde. Et ce qui est très ambivalent et paradoxal chez la duchesse du Maine, c'est que au fond, elle se voit en digne héritière de son grand-père, le Grand Condé. C'est-à-dire qu'elle, comme elle le dit, je mettrai le feu aux quatre coins du royaume. Ah oui, elle s'imagine en cuirasse, à cheval, l'épée à la main. La grande mademoiselle. Vraiment, voilà, oui, un panache d'opéra, un glaive et faire tirer sur les armées du roi. Ça ne l'aurait pas gêné. Alors que parallèlement, elle se veut et elle voudrait que son mari devienne l'incarnation de l'héritage politique de Louis XIV. Donc on voit bien que les gens de cette époque n'ont pas compris tout à fait les choses comme nous. Ou en tout cas qu'ils savent faire aussi du en même temps. C'est-à-dire qu'elle elle veut protéger l'héritage Louis XIVien que le régent est en train de jeter par-dessus bord, notamment avec le renversement des alliances, mais aussi réveiller la Fronde. Et elle a essayé de faire travailler la noblesse de province, en Poitou. Elle a envoyé des émissaires, qui sont tous fait attraper d'ailleurs, en Bretagne. Elle reçoit des Bretons. Hein, quand on sait... ceux qui auront le coup coupé, c'est les Bretons d'ailleurs. Puisque le Pont-Calais, c'est un an après. Et Pont-Calais et la duchesse du Maine, alors c'est très intéressant parce que elle l'a compris, et dans tous les interrogatoires, elle dit qu'elle ne les connaît pas. Elle ne les connaît pas du tout. Voilà. Parce que ça, elle a compris que là, on ne rigolait plus. Voilà. Oui. L'Espagne, c'est la mare, qui buvait son chocolat, ça allait, mais les Bretons, là, ça pouvait finir sur le bio quand même. Il y a un personnage secondaire pour lequel vous avez une certaine affection, me semble-t-il, ou du moins peut-être une certaine compassion. C'est Rose de Launay, qui est la première femme de chambre de la duchesse du Maine et qui a eu un destin d'écrivain, elle aussi. Oui, alors j'ai de l'attachement pour elle, pour la bonne et simple raison que j'ai lu ses mémoires, j'avais 15 ans. Et que donc peut-être que 40 ans plus tard, l'idée de lui rendre hommage en revenant à cette conspiration de Celle-la-Mar dont elle parle dans ses mémoires, n'est pas venue de nulle part. Je me souviens parce que c'était les souvenirs d'adolescents. C'était à l'époque il n'y avait pas Instagram, donc on s'occupait comme on pouvait. Et j'avais l'édition du Mercure de France avec tous les culs de lampe 18e. Donc j'avais aquarellé. Voilà. Et il y a des dimanches comme ça, pluvieux. Et donc c'est un personnage très attachant parce que d'abord, elle raconte cette cour infernale depuis les esclaves, hein, parce que la duchesse, c'est une jeune femme qui n'avait pas comme elle dit, j'ai eu le malheur d'avoir l'éducation d'une femme de qualité sans en avoir ni la fortune ni le nom. Bon. Donc il faut bien à un moment donné, et elle est le souffre-douleur et l'esclave. Alors comme elle a de l'esprit, comme elle est très cultivée, qu'elle est infatigable, parce qu'il fallait lire toute la nuit, parce que la duchesse ne voulait pas s'endormir. Elle avait peur du noir. Et donc, et elle va l'entraîner, parce qu'elle va en faire son émissaire. Et elle raconte notamment une entrevue où elle va voir la voyante,
Oui. Parce que, on ne sait jamais, c'est bien de comploter, mais enfin, il faut savoir si on a les astres pour soi. Et donc, elle envoie, j'ai identifié l'endroit d'ailleurs, c'est dans le jeu de paume du Faubourg Saint-Germain. Donc, bon, et elle raconte ça, elle dit, mais on fait passer, les planchers sont pas solides, ce sont des spectres, on me demande des questions, alors il y a un abbé de cour derrière tout ça qui pousse à, voilà, alors et puis des choses très dangereuses, est-ce qu'on va parler de la mort du régent, de la mort du roi, etc. Et la voyante en question, qui voit d'autant plus qu'elle a beaucoup bu, ce qui peut aider, est un agent de Dubois. Oui, et s'empresse d'aller raconter. Bien sûr. Oui. Et ça, la duchesse du Maine savait certainement, encore qu'elle a eu avoir des doutes à un moment donné qu'elle s'en sortirait. Je pense que mademoiselle de Launay a vraiment cru qu'elle y resterait. Bon. Le régent a été magnanime. En fait, il les a tués. C'est une époque où l'État est suffisamment fort pour tuer ses adversaires par le ridicule plus que par la hache. Voilà. Oui, et puis il avait lui aussi ce détachement, cette ironie. Oui, mais enfin, je pense qu'il y a aussi le problème de ne pas toucher au sang de la famille royale. Oui. Et ça, elle savait. Le duc du Maine était moins sûr. Son sang étant un peu moins pur. D'ailleurs, cette phrase cinglante que la duchesse du Maine jette à la figure de son mari publiquement aux Tuileries, après le lit de justice, quand ils sont chassés par le duc de Bourbon de leur appartement. Ils perdent leur appartement de fonction, puisqu'ils perdent la surintendance de l'éducation du roi. Eh bien, monsieur, il ne me restera donc plus que la haine. Eh bien, monsieur, il ne me restera donc plus que la honte de vous avoir épousé. C'est assez féministe, ça, je trouve. Très. Très. Mais, au fond, est-ce que ça aurait pu marcher ? En réalité, ça aurait pu marcher. En tout cas, ça aurait pu incarner un véritable danger pour l'équilibre et l'ordre à l'intérieur du royaume si le Louis XV était mort, enfant. Oui, parce que c'était quand même déjà des relais. Et je pense que c'est à ça que pense Philippe V. Oui. Et le cardinal Béroni. C'est à ça qu'il pense. C'est d'être prêt et d'avoir des relais à l'intérieur du royaume pour préparer un retour de Philippe V. Parce que Philippe V, j'en suis convaincu, aurait revendiqué la couronne de France. Il aurait mis un de ses fils en Espagne, alors ça serait reparti. Et comme toujours, les Orléans sont soutenus par les Anglais. Enfin bon, l'histoire s'est répétée un siècle après. Oui. Ça, c'est l'été des 4 rois, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Donc il y a vraiment une permanence, en fait. En tout cas, dans ce rôle, cette anglophilie des Orléans, parce que l'Angleterre est prête à aider un prétendant qui ne soit pas jésuite, comme il disait. Oui. Peut-être un mot de conclusion ? D'abord, vous remercier, écoutez, d'être venu par une chaleur pareille, et puis de nous permettre de parler de ce personnage un peu insensé, mais injustement oublié. Pas tant d'ailleurs dans la trace assez infime qu'il a laissée dans l'histoire de France, mais par cette production incroyable parce qu'elle est morte très âgée, elle est morte au début des années 1750. Nous avons ici, derrière moi, une reliure aux armes de la duchesse qui est sur une publication de Bossuet, une publication qui date de 1734. Donc elle est morte en 54, je crois. Alimenter sa bibliothèque. Je crois qu'elle est morte en 54. Et elle ne s'est plus jamais occupée de politique. Le duc du Maine a eu très peur. Oui. Il a eu peur vraiment de la hache du bourreau. Et il y a ce récit qui n'est pas très gentil de Saint-Simon qui raconte... Parce qu'ils sont arrêtés séparément. Et d'ailleurs, c'est terrible parce qu'on envoie un capitaine des mousquetaires arrêter la duchesse parce que c'est un privilège de prince du sang. Et lui, on lui envoie la garde française. Donc, jusque dans ce détail-là, l'humiliation est bien orchestrée. Et alors, ensuite, on va l'emmener dans un fort dans le nord. Et
Saint-Simon raconte que chaque fois qu'il voit un calvaire, une chapelle, une église, il demande que le carrosse s'arrête. Il se met à genoux au point d'en salir ses bas pour réciter ses prières, parce qu'il pense qu'au bout, voilà, il y a la mort. Voilà. Et il en a voulu terriblement. Hein. Oui. Il n'a pas parlé pendant plusieurs années. Oui, ils ne se sont pas vraiment réconciliés, pas facilement en tout cas. En tout cas, ils habitaient chacun chez eux, quoi. Oui. Je crois que ça, il a vraiment eu trop peur pour. On lui a enlevé ses enfants. Son retour que je raconte est assez pathétique. Hein. Elle rentre, on lui rend sot, mais il ne doit y avoir aucun homme. Et les femmes on se sont dit que c'était peut-être pas la peine tout de suite d'énerver le régent, donc elle n'a que ses domestiques. Donc elle dit qu'il n'y a personne. C'est le pire, c'est ce qu'on peut lui faire de pire. Voilà, et sauf cette très belle, que j'ai utilisée à la fin, cette très belle poème qui lui est envoyée, je crois par Fontenelle, j'espère que je ne dis pas de bêtises, qui lui est envoyée en disant, ce poème incroyable, il dormait sous la mousse, il dormait, mais les nymphes et les de sceaux se réveillent et viennent, enfin voilà, on recommence en fait. Elle a recommencé tout de suite d'ailleurs. Dès qu'on lui a réouvert ses comptes, si j'ose dire, elle a recommencé à dépenser de l'argent. Elle savait très bien faire ça aussi. Elle savait très bien faire ça aussi, oui. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que Louis XV leur rendra tout. Titre, honneur, etc. Parce que ça reste quand même... D'abord, c'est plus un danger, dès qu'il a des héritiers. Et ça reste son enfance. Parce que il s'entendait très bien avec le duc du Maine qui était... Et c'était la grande trouille du duc de Bourbon qui secouait le régent en disant dès qu'il sera en âge de gouverner, l'autre lui a raconté des contes à dormir debout, mais il va nous foutre dehors. Donc c'est comme ça que le duc de Bourbon a été vraiment... D'ailleurs, je pense que on sort du sujet, mais je pense que sa disgrâce... après, vous savez qu'il devient Premier ministre principal ministre après la mort du régent et de Dubois, et qu'il a essayé de manipuler la pauvre Marie Lesinska, qui s'en remettra jamais d'ailleurs dans l'esprit du roi. Mais je pense que la disgrâce du duc de Bourbon, c'est aussi pour Louis XV, qui restait mutique, qui a accepté tout ce que lui avait demandé le régent, parce que quand, je le raconte, pendant le lit de justice, le chancelier se lève, il dit « Sa Majesté veut ». Et il paraît que le petit Louis XV s'est tourné, mais moi, j'ai rien dit. Et donc, et le régent se penche à son oreille pour lui dire que si c'est exactement ce qu'il a dit, même s'il s'en est pas rendu compte. Et il avait fait mettre sur les tribunes, en face du roi, Madame de Ventadour, qui était l'image... La gouvernante. La gouvernante et Maman Ventadour, et qui apaise le roi. Oui. Donc, je ne serais pas étonné que psychologiquement, ce renvoi très brutal du duc de Bourbon soit d'abord un geste de roi pour le jeune Louis XV, mais aussi une petite vengeance sur ce qui s'est passé et qu'il a validé parce que le régent gouvernait à sa place. Donc c'était une conspiration de comédie, un peu ? Oui, qui aurait pu mal tourner, mais en réalité, les Espagnols venaient de prendre une raclée monumentale en Méditerranée de la part des Anglais, ce qui ne vous étonnera pas. Donc la flotte était dispersée. Il n'y avait pas de troupes disponibles, il n'y avait plus d'argent, puisque comme il n'y avait plus de flotte, l'argent du Potosí n'arrivait plus. Il y a quand même eu des tentatives. On sait que le duc de Richelieu avait vendu sa garnison près des Pyrénées quand même. Donc oui, ça aurait pu, mais je crois, et l'histoire le montre, c'est que l'État Louis XIVien est tellement solidement enraciné, avec ses intendants, avec ses troupes partout. Enfin, c'est plus la Fronde. Non. C'est un État autoritaire et centralisé. Ça n'est plus possible. Voilà. Est-il indiscret de vous demander votre prochain projet, car j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter? Non, mais j'ai repris, parce que moi, si j'écris pas un livre, je m'ennuie. L'écriture a fait, j'allais dire, alors, pas dans ma vie professionnelle, mais a fait une irruption tardive dans ma vie. Je suis un écrivain tardif, mais maintenant, j'en ai besoin, et donc, je me suis lancé dans une enquête du même genre, mais sur un personnage beaucoup plus connu, puisque je m'attaque à l'affaire du collier de la Reine.
Ce qui nous donnera donc le plaisir de vous retrouver dans notre Je suis venu ici. salle de lecture pour les archives de la Bastille. Mais ça y est, j'ai regardé et j'ai retrouvé les lettres de cachet signées de Breteuil. Mais et surtout, ce qui est formidable, parce que dans ce pays, dès qu'on se penche un peu sur les sources, évidemment, on trouve des choses que les autres n'avaient pas vues ou pas voulu voir. Nous attendons donc. Écoutez, j'espère tenir pour 2024. 2024. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Camille Pascal. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.